Patrice Joly, qui est donc critique d'art, commissaire d'exposition, qui a fondé en 1989 à Nantes l'association Zo Galerie, sur le principe en fait de Artist Run Space, et puis qui en est à présent, et donc depuis 14-15 ans maintenant, le directeur artistique. Et on va l'écouter nous parler de son point de vue, justement, de toute son expérience, à la fois de ce qui s'est développé, de cette histoire, de la Zo Galerie, du magazine 02, et aussi de son point de vue sur ce que représente aujourd'hui, en particulier, ce modèle d'Artist Run Space. Bonjour. Ça marche. Pas accès à Internet, ça va être compliqué pour présenter les activités de la Zo Galerie et de la 02. Bonjour, bon, désolé pour ces petits contretemps. Donc je vais vous parler de Zo Galerie et puis de la revue 02. Donc comme Rosanne l'a dit, en fait ça fait une vingtaine d'années qu'on a fondé Zo Galerie. Et déjà pour faire un petit aparté par rapport à l'Artist Run Spaces, juste pour dire que nous, c'est pas vraiment un Artist Run Spaces, puisque le groupe de personnes qui a fondé Zo Galerie il y a une vingtaine d'années, c'était pas seulement des artistes. En fait, il y avait vraiment deux ou trois vrais artistes, dont Philippe Schechter qui a vraiment porté le projet. Mais surtout, c'était des gens un peu de tous les bords. Donc il y avait des journalistes, des architectes, des futurs hommes politiques, puisqu'il y a des gens qui, entre-temps, ont rejoint le cabinet de la mairie de Nantes. Il y a des étudiants, comme moi, à l'époque. Et donc, plutôt que la qualification d'Artist Run Spaces, je préférais parler de Amateur Run Spaces, pour créer un néologisme assez intéressant. Et que pour dire aussi que je pense que dans les Artist Run Spaces, il n'y a pas seulement des artistes, mais il y a tout un tas de gens qui graffitent justement autour de cette spécificité, et que
de ces qualifications plutôt, qui ne sont pas seulement des artistes, mais tout un tas de métiers qui accompagnent justement le rôle de l'artiste, donc les curateurs, les éditeurs, les régisseurs, les monteurs, les musiciens, etc. etc. Donc ça c'était pour faire un petit retour voilà, sur l'aparté, sur la création de Zo Galerie, sur les personnes qui ont composé cette association. Déjà, dire que c'est une association, donc je pense que c'est assez important parce que contrairement à ce qui se passe justement aux États-Unis et en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, la plupart des institutional space en France sont plutôt sur le modèle associatif, et ce qui suppose à la fois une certaine forme de souplesse qui permet à peu près de tout, de faire n'importe quelle activité, mais aussi parallèlement une espèce de rigidité, puisqu'il faut élire un bureau, un président, un secrétaire, un trésorier, etc. etc. Mais je pense que la plupart des structures associatives s'en accommodent très bien. Et en l'occurrence, nous, on est un peu l'exemple vivant de structures qui, à partir de quelque chose qui était normalement dédié à montage de projets d'exposition, ont finalement réussi à créer une maison d'édition. Même si parfois ça peut produire des choses très compliquées, puisque pour éditer des bouquins, en fait, il faut passer par tout un tas enfin, si on veut vraiment être édité et diffusé, c'est pas évident le format associatif. Voilà. Donc, pour en revenir à la formation de l'association Zo Galerie, je pense qu'il faut revenir aussi au début des années 90, donc à Nantes, qui est une ville, je dirais, moyenne hein, dans sa taille, même si c'est le 6 ou 7e ville de France, mais bon, comparé à Buenos Aires, c'est vraiment une petite ville. Mais c'est une ville dont on parle peut-être un peu plus maintenant, mais qui à l'époque était une ville assez endormie, une ville où il y avait justement un musée des Beaux-Arts qui était, je dirais, assez renommé, puisqu'il y a eu des expositions majeures d'artistes très connus comme Barry Flanagan ou Giuseppe Pennone. Et aussi, il y avait un FRAC très important, puisqu'il avait été créé par Mario Torrent et puis par d'autres personnes qui ont marqué justement la naissance des FRAC. Donc, c'est-à-dire que le poids des institutions à Nantes était vraiment très très présent. Et ce qui fait que les personnes autour de moi qui sont retrouvées à vouloir monter une association, on s'est en fait un peu constitué en regard et un peu en opposition à ces institutions qu'on trouvait vraiment trop présentes et trop fortes, et qui en fait étaient plutôt constituées pour montrer une scène officielle. Donc effectivement, quand on montre des gens d'Arte Povera d'un côté, et puis de l'autre, on montre des artistes français très reconnus, ça laissait très peu de place justement à un art expérimental, un art, je dirais, plus libre, plus souple, plus ouvert à la jeune création. Et c'est pour ça qu'on a monté Zo Galerie, en fait. Donc, l'idée, c'était plutôt de faire quelque chose en réaction à, fonder une structure des interstices, plutôt que sur le modèle, je dirais, des Artificial Spaces anglais, qui est plutôt axé vers le do-it-yourself, et plutôt l'idée de créer sa propre scène et de la développer. Ici, en tout cas en ce qui concerne Zo Galerie, c'était plutôt l'idée de s'opposer, et avec aussi une dimension légèrement politique, c'était plutôt de s'opposer aux institutions. Enfin, quand je parle d'opposition, il faut dire que tout est relatif, évidemment, puisque quand on parle d'opposition ou de résistance politique au sein des scènes artistiques, on évacue toute idée de danger. Il faut bien qu'on soit conscient de ce genre de choses. Tout ce qui est question de danger. En fait, on ne se met pas vraiment en danger. La seule chose qu'on puisse mettre en danger, c'est sa réputation.
ce qui peut aussi être parfois dramatique, mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, et en fait, je faisais aussi cet aparté pour dire que quand on a voulu, à un moment donné, développer, quand l'association Zoé Galerie a commencé à s'implanter dans la ville, à exister, à amener une programmation, je dirais, un peu plus reconnue, habituelle et reconnue, on a commencé à grandir et on s'est tout de suite tourné vers le modèle anglo-saxon, en l'occurrence vers le modèle de Transmission à Glasgow, qui était pour nous le véritable modèle de l'Artist One Space. On ne s'est pas tourné justement vers le modèle de City Racing à Londres, de London City Racing, qui aurait pu être le premier modèle qui venait à nos yeux, mais en fait, ce qui nous intéressait justement dans le modèle de Transmission à Glasgow, c'est qu'il avait constitué une scène extrêmement importante qui allait de Douglas Gordon à Jonathan Monk, à Simon Starling, donc des artistes qui avaient eu une carrière vraiment extrêmement importante par la suite, à la fin des années 90, et qui tous étaient passés par l'association Transmission. Et en plus, il y avait aussi un parallèle entre la ville de Glasgow et la ville de Nantes, qui, toutes les deux, se sont en fait constituées, du moins en ce qui concerne les scènes artistiques, en regard de leur capitale. Donc Glasgow par rapport à Londres, et puis Nantes par rapport à Paris. Je pense que c'est pas anodin, et peut-être qu'ici vous êtes aussi assez bien placé pour le savoir, c'est très très compliqué d'exister en province et d'exister dans une ville moyenne de province et d'avoir une reconnaissance parisienne. Je pense que c'est un peu le problème de la plupart des artistes et des jeunes artistes, c'est justement soit de se faire connaître dans sa ville, mais soit justement de se faire connaître à Paris pour pouvoir réexister dans sa ville d'origine. Bon, et d'où l'idée justement pas de copier, mais de s'imprégner de ce modèle, et puis de l'appliquer à la ville de Nantes, enfin plutôt à Zoé Galerie. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas complètement comparer les modèles anglo-saxons, anglais. Le modèle allemand est encore complètement différent, puisque c'est le modèle des Kunstverein et ça n'a absolument rien à voir. Mais le modèle des Artist One Spaces anglais est un modèle qui est complètement généré par les artistes eux-mêmes. Je pense que Irma Vec, c'est vraiment le modèle d'un pur Artist One Space. Alors qu'en France, je dirais que le modèle de l'Artist One Space, il n'est pas si répandu que ça, mais on fait plutôt référence au modèle de l'association de lieux indépendants, de lieux alternatifs, et qui, la plupart du temps, ou je dirais même dans 99% des cas, est quand même un modèle associatif. Et c'est pas complètement anodin non plus, puisque le modèle d'Artist One Space en Angleterre, par exemple, pour prendre le cas de Transmission, c'est un modèle purement démocratique, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement constant des organes dirigeants, pardon. Faut que je l'éteigne. Voilà, excusez-moi. Donc je disais que le modèle de l'Artist One Space en Angleterre, c'est un modèle absolument démocratique, dans la mesure où il y a un renouvellement constant et régulier des organes de direction, contrairement au modèle français où en fait il n'y a pas vraiment de nécessité et d'obligation pour les dirigeants de se renouveler. Donc ça veut dire que le président d'une association peut le rester pendant 10 ans ou 15 ans, le trésorier peut le rester aussi longtemps et le directeur peut le rester aussi longtemps. Je ne suis pas sûr que si à la longue, ça ne peut pas non plus
avoir des conséquences sur le fonctionnement des artificial spaces, parce qu'on peut aussi assister à une espèce de cristallisation justement des organes dirigeants. Je m'inclus évidemment dans ces histoires-là, puisque je suis toujours le directeur de l'association aux Galeries. Après, je pense que c'est aussi des conséquences sur le fonctionnement même de l'artificial space et des fonctionnements en termes de financement. C'est sûr que les artificial spaces en Angleterre fonctionnent pas du tout comme en France. En France, bon, dès qu'on constitue une association qui commence à marcher assez bien, on se tourne tout de suite vers les institutions, vers les DRAC, vers la région, etc., etc. Et si on fait un boulot, je dirais, à peu près correct, on est relativement vite aidé. Et on peut aussi relativement facilement s'installer dans une espèce de routine. En Angleterre, c'est absolument impossible, c'est-à-dire qu'il faut avoir des fonds privés, il faut avoir des fundings, il faut s'adresser aux fondations privées pour exister, et dès lors que le résultat n'est pas là, les fondations peuvent vous quitter et peuvent aussi ne plus vous soutenir. Ce qui fait que l'approche des artificial space en Angleterre est beaucoup plus pragmatique qu'elle ne l'est en France, où on peut aussi s'apercevoir que certaines associations finalement s'installent dans le paysage, dans la scène artistique, sans forcément vraiment vouloir se renouveler. Pardon ? De moins en moins. Oui, mais je voulais ça arrive plus tard. Donc je voulais dire que effectivement, c'est peut-être un modèle aussi qui évolue, puisque il y a de moins en moins d'argent justement dans les institutions publiques, et on s'aperçoit aussi que il y a une convergence de plus en plus forte entre les modèles anglo-saxons, le modèle français, enfin les modèles latins de manière générale, qui sous justement pas l'abandon total, mais l'espèce de lâchage des institutions, sont bien obligés de trouver d'autres modes de fonctionnement. Notamment, ils doivent se diriger vers des fondations privées qui ne sont pas aussi développées qu'en Angleterre, mais qui commencent à avoir de plus en plus de poids. J'ai pas entendu l'intervention de Julien ce matin, mais je pense que c'est un peu l'exemple vivant de structures qui fonctionnent grâce à la pointe des fondations privées. Je pense que cette différence d'approche aussi sur les financements, c'est aussi extrêmement important, puisque ça détermine aussi l'orientation de la programmation, et également l'orientation des activités de l'association. Alors que dans le modèle anglais, je pense que la dimension de do it yourself est extrêmement présente, et elle est aussi, je dirais, plus intégralement destinée à la prise en charge de la visibilité des artistes, et aussi à travailler, à aider au développement des carrières artistiques, y compris de ceux qui composent les équipes dirigeantes des artificial space. Alors qu'à la différence des structures françaises, c'est pas exactement pareil, et on s'aperçoit que dans les associations, il y a plus une dimension, je dirais, protestataire, anti-institutionnelle, et avec une dimension, je dirais, politique, enfin c'est un mot à prendre avec beaucoup de pincettes, je dirais, et aussi assez présente. Mais je pense que tout cela est effectivement en train de bouger énormément, c'est complètement en train de se diluer. Les modèles évoluent rapidement, les modèles convergent, et surtout qu'on assiste à une internalisation de toutes les structures, et à une internalisation aussi extrême des itinéraires d'artistes. Pour revenir justement à la problématique de l'artificial spaces, je
reparlerai tout à l'heure de la revue 02, donc c'est l'autre dimension de l'association Zo Galerie. Mais dans le numéro 66 de la revue, il y a justement une étude sur l'émergence des jeunes artistes. Et c'est moi qui ai écrit l'article, et je faisais justement allusion à la place des artistes One Spaces dans la carrière des jeunes artistes, à savoir que j'estimais en tout cas que la place des artistes One Spaces dans la carrière des jeunes artistes est extrêmement importante, et elle est même peut-être fondamentale, à savoir que de plus en plus c'est, je dirais, la première marche pour les artistes qui sortent des écoles, donc les étudiants comme vous qui se destinent à des carrières artistiques. Le passage via l'Artist One Space, le lieu alternatif, le lieu indépendant, peu importe, je dirais, les appellations, est vraiment extrêmement important. Donc j'avais monté un colloque justement un peu similaire à l'École des Beaux-Arts de Nantes en mars, où j'avais invité une douzaine de lieux alternatifs et Artist One Spaces d'un peu tous les coins d'Europe, de Suisse, de Suède, et pas d'Allemagne, mais d'Angleterre, etc., etc. Et il y avait justement il y avait deux grandes, il y avait deux grandes lignes qui s'étaient détachées. Notamment, il y avait la réflexion d'une directrice du lieu Signal à Malmö. Donc, c'est un lieu indépendant qui maintenant est devenu un vrai centre d'art et qui avait fait paraître un bouquin qui était une étude sur le développement des lieux indépendants dans le sud de la Suède. Et la conclusion en fait d'Elena Tozzi, donc la directrice de ce lieu, c'était que finalement il n'y avait plus beaucoup de différences, il n'y avait plus beaucoup de devoirs royaux pour les artistes pour faire leur itinéraire, et qu'en fait tout se valait à peu près. Qu'on passe par l'Artist One Spaces, qu'on passe par le centre d'art, qu'on passe par le showroom du FRAC ou du musée d'art contemporain du lieu, tout se valait à peu près. Donc, pour elle, il y avait une différence simplement dans la qualité de l'accueil. Donc forcément, ça a donné lieu à une énorme discussion, puisqu'il y avait Claire Le Restif qui était là, la directrice du CREDAC d'Ivry, qui disait que c'était pas vrai, que les artistes étaient largement aussi bien accueillis dans les centres d'art que dans les lieux alternatifs, et que pour elle, la différence fondamentale entre les lieux alternatifs, les lieux indépendants et les centres d'art, c'était justement l'accueil envers le public. Donc, à nouveau... C'est le réseau, la grosse différence. Comment ? C'est le réseau, la grosse différence. Non, pour Claire, c'était pas ça. La grosse différence, c'était principalement le travail, le cahier des charges par rapport au public, en fait. Donc, elle estimait justement que le travail qu'effectuaient les institutions et les centres d'art était nettement supérieur. Enfin, elle parlait pas justement en termes de qualitatif, mais elle parlait plutôt en termes de quantitatif. Et s'en était aussi suivi une discussion justement pour dire que c'est toujours très, très compliqué et toujours à double sens quand on parle des publics, puisque c'est aussi une façon pour les centres d'art et puis vos institutions de se prévaloir aussi de tout un tas de soutiens institutionnels, sous prétexte que les lieux alternatifs et les lieux indépendants reçoivent moins de monde. Forcément, on n'est pas censé les soutenir autant que les centres d'art. Et bon, ça posait réellement des problèmes de définition, des problèmes de soutien, des problèmes de fonctionnement aussi des centres d'art, mais aussi des problèmes de réception des œuvres, puisque effectivement, qu'est-ce qui importe le plus ? Est-ce que c'est de recevoir massivement
des visiteurs dans des expositions qui, dans le meilleur des cas, recevront une information, je dirais, plus ou moins lacunaire par rapport aux œuvres montrées, ou alors d'avoir des petits lieux qui reçoivent moins de monde, mais où la formation et la réception des œuvres sera vraiment la meilleure. En tout cas, si je prends mon expérience. Donc, le débat était effectivement très un peu tendu, puisqu'il y avait visiblement deux philosophies qui se dégageaient. Et on n'a pas vraiment pu, je dirais, trouver... Enfin, tout le monde est un peu resté sur ses positions. Après, l'idée, c'était aussi quand même de parler avant tout de la possibilité d'émerger à travers ces structures. Et si on met de côté justement la question des publics et la question de l'introduction, qui est quand même fondamentale quand on s'adresse à des jeunes artistes qui vont pour la plupart faire leurs premières expos dans les artistes workspace ou dans les centres d'art. On était tous, au fait, assez d'accord sur le fait que on retrouve à peu près les mêmes moyens donnés aux jeunes artistes qu'on se retrouve dans un artist learning space ou qu'on se retrouve dans un centre d'art ou dans un FRAC ou dans une institution. Je pense qu'il y a des petits lieux, comme on nous appelle justement à la mairie de Nantes, qui font un travail de production, de réflexion, de production textuelle, éditoriale, de livresque, de catalogue, qui n'a absolument rien à envier, je dirais, à ce que font certains centres d'art. Prospectif. Alors il y avait aussi une très grosse discussion avec Claire Le Restif, toujours, puisqu'elle estimait que les centres d'art, de leur côté, n'avaient rien à envier. Question de la prospection aux artistes en space. Ça, je suis parfaitement d'accord avec Laurent. Je pense que la prospection, elle est complètement du côté des lieux indépendants et des artistes en spaces. Pour en revenir aussi à ces problèmes de différenciation entre les artistes en space, les lieux indépendants et les institutions, si je reviens justement à l'expérience des œuvres-galeries, je pense qu'il y avait une dimension, la dimension missionnaire, celle qu'on peut retrouver justement dans certains lieux qui s'estiment justement être sous le coup d'une mission, et elle était en tout cas beaucoup moins présente que la dimension libertaire, anarchique ou provocatrice. C'est vrai qu'au tout début de la création de Zogalerie, on a fait des expositions, on a fait notamment une exposition qui s'appelait Tous s'exposent, où on recevait, sans faire aucun, je dirais, sans aucune critique et sans sans aucune censure, de toutes les œuvres qui nous étaient amenées, qui étaient acheminées à la galerie et qu'on exposait comme ça dans l'ordre d'arrivée. Donc effectivement, ça pose effectivement c'est un aspect extrêmement provocateur, mais ça, c'était aussi destiné à mettre un peu en cause la hiérarchie du monde de l'art, les prescriptions, les institutions, le rôle d'institutions, etc., etc. On avait aussi invité un artiste comme Jacques Lizen, en 94-95, et qui avait trouvé le moyen d'être complètement ivre quand l'élu à la culture de la mairie de Nantes était venu inaugurer, et nous faisait l'honneur justement de venir inaugurer une exposition à nos galeries. Donc je pense qu'il y a aussi une dimension un peu iconoclaste qu'il y a dans les lieux indépendants, dans les articulatory spaces, une dimension qui retrouve un peu l'esprit frondeur de Dada et situationniste, en tout cas qui était présent chez nous
mais qui est effectivement, je dirais, pas du tout dans les centres d'art des institutions. Du moins, quand il y a cette dimension, je dirais, iconoclaste et un peu provocatrice, c'est qu'elle est parfaitement mise en scène et c'est pas la même histoire. Je pense qu'aujourd'hui, à Zo Gallery, on a toujours un aspect. On a toujours cette dimension, pas provocateur, mais en tout cas non consensuelle et non conformiste. Je pense qu'à Nantes, on est dans une ville qui, contrairement à ce que vous pouvez en percevoir de loin, c'est une ville qui, sous des dehors de... Ça marche plus. Je pense que ça marche plus. Il faut que ça se connecte. C'est dommage, j'aimerais bien vous parler de Benoît-Marie Morisseau. Ça tourne. C'est bon. Voilà. Donc, voilà. Comment continuer à garder un esprit non consensuel et non conformiste? C'est pas si évident que ça. Donc, dans une ville comme Nantes, dominée par le discours de la bienséance artistique et de l'argentie, donc pour faire le voyage à Nantes, dont vous avez peut-être entendu parler, prôner un art difficile, conceptuel, intellectuel même, qui s'attache à faire ressurgir le patrimoine architectural comme nous l'avons fait avec la pièce de Benoît-Marie Morisseau, qui nécessite de se pencher sur le patrimoine artistique de la ville de Nantes, l'architecture utopique du Corbusier, ce qu'il en reste. Ce n'est pas forcément bienvenu dans une ville qui a constitué le discours artistique en discours de la conformité, de la bienséance et de l'entertainment à tous les coins de rue. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que Benoît-Marie, c'est un artiste qui vit à Rennes et qui a installé sur le pignon de la maison radieuse de Corbusier, donc à Nantes, il y a une cité radieuse. Je crois qu'il y a 4 ou 5 cités radieuses dans le monde. Et il y en a 4 en France et il y en a une à Berlin. Et sur la cité radieuse, il a installé ces petites tentes que vous apercevez et qui sont en fait des tentes qui sont des répliques des tentes d'escalade que les alpinistes de l'extrême utilisent. Et ce sont des tentes qui reprennent le code couleur du Corbusier. Donc, le travail de Benoît-Marie, c'est de renouveler en fait le regard sur ce monument architectural, sur ce patrimoine architectural de la ville de Nantes, et c'est aussi de re-questionner tout l'aspect utopique lié à la pensée architecturale de Corbusier, en venant à la fois confronter une utopie individuelle à l'utopie collective et collectiviste qu'avait le Corbusier. Donc c'est un projet qui, effectivement, qui est un projet qui concerne tous les habitants de la ville, tous les gens qui ont eu... à Nantes, c'est quelque chose qu'on voit d'un peu partout dans la ville, et c'est aussi... on a organisé justement des conférences à différents points de vue de la ville, où on pouvait voir de loin l'architecture de Corbusier. Et justement, ce projet n'a reçu aucun soutien d'aucune institution, ni de la DRAC, ni de la région, ni du voyage à Nantes, ni du département, ni de la ville de Nantes, ni de la ville de Rezé. À croire que le nom de Le Corbusier, actuellement, n'est plus aussi porteur qu'il a pu l'être. En tout cas, ça montre bien que il y a une résistance et une dimension politique dans le travail des associations comme la nôtre qui peut être menée, c'est bien à travers des projets comme celui de Benoît-Marie Morisseau qui questionne, je dirais, plus la forme des villes et l'architecture des villes. Dans le même
dans le même genre, il y a eu aussi un autre projet qui est celui de Blaise Parmentier, qui est un jeune artiste qui a fait ses études à Nantes, mais qui est actuellement à Paris. Et Blaise Parmentier a fait une pièce qui est directement, je dirais, pas une réponse, mais une espèce de pied de nez, en tout cas assez ironique. Ça s'appelle WAD, donc justement en référence à la ZAD et au célèbre aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en construction au nord de la ville de Nantes. Et en fait, il a repris la forme de l'aéroport, il en a fait un coffrage à béton et il a coulé dans ce coffrage du béton et il a fait décharger ce coffrage dans la décharge. Vous voyez, là, on voit vraiment la forme de l'aéroport. Voilà. Et en fait, là, c'est la découpe en fait de l'aéroport sur une carte IGN. Et voilà. Et là, on voit en fait donc le béton qui a été. On voit le béton donc issu de la forme du coffrage qui est balancé à la décharge par les employés de la ville de Nantes. Voilà, donc je pense que vous percevez toute l'ironie de cette pièce qui consiste de manière symbolique à mettre à la poubelle un projet d'aéroport. Voilà, donc je pense que s'il y a une dimension ironique de résistance, c'est bien dans ce type de projet qui reprennent, via justement des propositions purement artistiques, des projets d'aménagement et des projets qui concernent en fait tous les habitants et qui les détournent, mais qui mettent aussi en lumière tout un tas tout un tas d'agissements des politiques qui ont peut-être plus de mal à être perçus. Je pense que... Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que c'est une commande de la ville de Nantes. La ville de Nantes a commandé à Zo Galerie une exposition sur le thème de l'écologie, puisque Nantes a été ville verte européenne cette année. Et c'est une des réponses qu'on a données à cette commande, en fait. Donc, effectivement, c'était assez ironique. Voilà. Donc, ça, c'était aussi une réponse par rapport, je dirais, à ce que peut-être la différence entre différence d'action entre un artist ou un species ou un lieu associatif et ce que peut justement être un centre d'art ou une institution. Après, ça ne veut pas dire qu'un artiste comme Blaise Parmentier ou un artiste comme Benoît-Marie Morisseau ne pourrait pas être programmé par un centre d'art. Mais je pense que dans l'action des artistes soit species ou des lieux associatifs, il y a toujours une dimension plus réactive et une dimension, je dirais, plus iconoclaste qu'elle ne peut forcément l'être dans une institution. C'est inconcevable que le FRAC des Pays de la Loire ait pu monter cette exposition, par exemple. Parce que là, ça aurait été complètement retoqué par les dirigeants, la ville de Nantes, par tous les soutiens, parce que c'est quand même une image qui est quand même assez violente. Mettre à la poubelle le projet d'aéroport et le montrer dans une expo en plein cœur du centre-ville, je ne pense pas que ça marche au FRAC des Pays de la Loire. Voilà. Donc, c'était aussi... voilà, donc nous, en tout cas, c'est là-dedans qu'on s'inscrit. On veut conserver, je dirais résolument, cette dimension un peu ironique, dadaïste ou post-dadaïste ou un peu iconoclaste. Je pense que c'est
pas complètement anodin. C'était aussi, pour moi, je voulais aussi laisser un peu de côté la question de l'émergence du jeune artiste au sein de la structure alternative. Parce que là, je vous invite justement à aller lire l'article de la revue 02. Mais je pense que la question de l'émergence du jeune artiste ne peut s'appréhender qu'à l'aune de sa dimension d'émergence au sein de la cité et du dispositif plus complexe de structures culturelles et politiques qui régissent la cité. Enfin, voilà, je pense qu'on peut concevoir l'émergence qu'à travers, pas seulement au sein des dispositifs du monde de l'art, mais à travers l'ensemble des dispositifs culturels et politiques qui régissent la cité. J'en ai fini avec vos galeries, je voulais parler 02, je pense que ça va... Rapidement, oui. Rapidement. Donc, je vais lire, ça va peut-être aller plus vite. Donc, j'ai amené quelques exemplaires de la revue. Donc ça, c'est le numéro 66 où justement il y a le papier sur l'émergence des jeunes artistes. Je vous ai amené 2 autres exemplaires de la revue. Mais pour en revenir à la spécificité de vos galeries, qui n'ont donc pas un artiste Drawing Spaces, mais plutôt un amateur Drawing Spaces, Zogalerie a créé à la fin des années 90 une revue dédiée à l'art contemporain, la revue 02, dans le même esprit dans lequel l'espace avait été conçu. À la fois pour répondre à un manque, celui du manque de support pour parler de l'art contemporain en région, dans une France de l'art absolument dominée par les médias parisiens et où la place dédiée aux événements en province était complètement absente. En cela, il me semble que la situation n'a pas tellement évolué, mais aussi pour créer un nouvel objet éditorial dans la lignée des nouvelles parutions de l'époque qui abordaient l'art de manière plus décontractée, qui était gratuite, suivant le modèle du fanzine. Au tout début, nous avons pensé la revue comme un prolongement de l'activité de l'association, c'est-à-dire comme un prolongement spatial de l'activité d'exposition. Tout de suite, nous avons donné des cartes blanches à des artistes que nous admirions, Mathieu Mercier, Claude Kloski pour le premier numéro, pour investir les pages non comme un portfolio classique, mais plutôt comme une réflexion sur le médium revue. Claude Kloski avait intégré une vraie fausse pub qui montrait un mannequin en situation stéréotypale, de jeunes femmes transportant des cadres. Mathieu Mercier avait créé un hygiaphone à découper dans la revue. Là, c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Federico sur Il Tempo. C'est vrai qu'au début, il y avait cette dimension justement de in situ qui m'a justement marqué et qu'on a essayé de mettre en œuvre dans les premiers numéros. Après, ça s'est révélé beaucoup plus complexe en fait de continuer dans cette voie, et surtout que pour nous, c'était pas la dimension principale quand même. L'idée, c'était pas vraiment de faire une revue pour accueillir des projets d'artistes, mais c'était plutôt de faire une revue qui soit une revue avant tout, une revue de texte, une revue critique, et une revue aussi qui suive l'actualité. Donc pour nous, il s'agissait avant tout de revisiter les codes de bonne conduite d'une revue et de casser le classicisme dans la succession des articles. Le caractère de gratuité de la revue était une réponse à l'économie des revues et à leur lien avec le marché de l'art, mais aussi un prolongement de l'économie associative de l'association. Pas de capital de départ, pas de galerie liée à la revue, et donc pas de dépendance envers tel ou tel artiste. Peu à peu, le modèle s'est développé, le caractère régional s'est estompé au profit d'un développement national et international, et la dimension de gratuité, qui était plutôt un argument lié à la possibilité de s'approprier un objet élitiste, un objet réservé à une certaine catégorie d'usagers, s'est aussi déplacé vers une espèce de paradoxe, c'est-à-dire offrir au public des revues payantes la même qualité éditoriale d'impression, un gratuit de luxe en quelque sorte. L'idée de développer un support éditorial faisait partie alors d'un double désir de se prendre en charge, d'exister de manière indépendante par rapport aux médias parisiens, et aussi de créer un nouvel objet à forte valeur symbolique. Par ailleurs, la question de la critique était aussi absolument fondamentale, et le demeure encore, même si la place de cette dernière a singulièrement évolué et certainement perdu de sa brillance et de sa consistance. Disons que la critique n'est plus vraiment ce qu'elle était aux années 80-90, où elle était encore dominée par la critique institutionnelle. Aujourd'hui, la place de la critique s'est aussi certainement déplacée vers le commentaire et la promotion des expositions, des artistes et des galeries.
Il suffit de voir comment sont constituées des revues comme Art Forum ou Art Review, revues anglo-saxonnes qui dominent le monde des médias, pour s'apercevoir du lien direct entre grosses galeries, institutions et critiques d'art. On peut se poser la question de savoir comment une critique d'art est encore possible quand une revue est entièrement financée par des organismes privés. Ce débat n'est pas totalement absurde des questions que nous posons dans l'équipe éditoriale, puisque nous aussi, nous avons besoin de financement, étant donné que nous sommes une revue indépendante totalement financée par la vente d'espaces publicitaires. Le fait que les espaces soient plus vendus aux centres d'art et autres organismes publics nous garantit une certaine indépendance et la possibilité de critiquer des artistes appartenant aux grandes galeries. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. On constate que le véritable pouvoir de la critique en tant qu'organe prescripteur s'est aussi déplacé du côté de l'absence de traitement. En gros, nous estimons être plus pertinents dans la défense de projets et d'œuvres qui nous semblent intéressants que dans la dénonciation de projets et d'œuvres inintéressantes, mais on peut aussi se poser la question de l'abandon d'une critique négative. Si j'ai encore 5 minutes. On va peut-être passer au... Non, bien sûr. J'en ai pour... Voilà, 5 minutes. Je pense qu'on ne pourra pas faire le tour des enjeux que soulève une action comme celle que nous menons à Zogalerie et 02, puisqu'il y a trop d'enjeux, je dirais, en cours qui rejoignent la diversité justement des lieux associatifs, des artificial spaces et aussi le problème de la critique. C'est vrai qu'à lui seul, le débat sur la critique pourrait remplir une centaine de colloques. Et la question du déplacement de la politique au sein des œuvres d'art est aussi quasiment infinie. En ce qui nous concerne, à Zogalerie comme à 02, nous ne sommes pas murés dans des fonctionnements et des directions univoques. Nous cherchons à renouveler constamment les conditions d'apparition des œuvres, et la question de la ville devient réellement fondamentale, puisque vous avez dû le constater, l'œuvre d'art se déploie de plus en plus à travers la ville, où elle s'intègre de plus en plus au sein du dispositif architectural avec qui elle vient dialoguer. L'exemple récent du tramway de la ligne T3, par ailleurs, est un bon exemple. En ce qui nous concerne, nous avons essayé avec le projet de Benoît Marine-Rossero de porter un regard sur les enjeux architecturaux d'une œuvre. C'est ce que je viens de parler. Et puis, voilà. Là, la motivation, évidemment, est opposée, puisque dans tous les cas qu'on a vus aujourd'hui, c'est précisément une ambition de départ avec un désir artistique, des questions de rencontre, et voilà, et une discussion en interaction profonde avec son environnement. Oui, absolument, mais aussi la constitution des environnements, en fait, la possibilité d'ouvrir un espace qui va constituer des environnements, en fait, par l'énergie, par les désirs. C'est vraiment, il me semble qu'il y a une idée d'ouvrir un espace où une énergie va se créer, en fait, un temps va se créer, où ce désir va prendre des formes multiples et il va se déployer, en fait, à la fois dans une revue, dans un espace, dans des autres projets. Enfin, il n'y a pas une forme préétablie qui est donnée. Tout est possible, quelque part. C'est cette idée de pouvoir penser, d'ouvrir un espace où tout est possible. Moi, ça m'a marqué la manière dont tu parlais de ta structure. C'est pas mon structure. Non, mais enfin, celle dont tu parlais, en fait, qui fait vraiment tache d'huile, en fait, à travers la ville. Une phénomène de cascade comme ça, un lieu qui donne naissance à un autre lieu, qui donne naissance à un autre lieu, c'est à l'infini, en fait. C'est la vie. C'est la vie, voilà, ça fait vital. C'est une espèce de flou vital, voilà, tout simplement. d'énergie. Et c'est un flou vital. Tout à l'heure, on a entendu une intervention du public sur l'histoire. Dans quelques années, on va regarder tout ça et on va voir qu'on a fait de l'histoire. Je crois absolument le contraire, que ce genre d'énergie, c'est pas une énergie que pense à faire de l'histoire, à s'inscrire dans la linéarité d'une histoire de l'art. Non, pas du tout. Ça pousse d'un besoin presque vital de la part de ces agents, ces artistes, qui bien sûr, ils sont
inscrit dans l'histoire, parce que l'histoire, elle est notre sol. Quelqu'un a dit que l'histoire existait, mais il n'y a pas cette préoccupation de construire quelque chose pour inscrire dans l'histoire. Il a une conscience que l'histoire est déjà là, et elle est faite par ces démarches qui sont construites par ces désirs-là, justement. Je voulais juste rajouter par rapport à l'histoire de El Topo. Bon, c'est un magazine, c'est pas un espace, et la question de l'archivage et de la diffusion devient quelque chose de particulier. Nous n'avons pas besoin pour travailler d'un espace, par contre, nous avons besoin de distribuer, du coup trouver des espaces partenaires de distribution, et aussi l'idée de trouver des espaces qui peuvent archiver tout le travail produit. Nous avons après des partenaires, dans ce cas par exemple la Bibliothèque de Lyon, MoMA a acheté toute la collection de El Topo, mais ça devient des partenaires différents. C'est quand on ouvre un projet, on ne peut pas accéder forcément à des espaces privilégiés. Par contre, grâce peut-être aussi à cette forme légère de projet artistique sous base de magazines ou de toute manière projet non lourd, pouvoir accéder à des structures institutionnelles assez importantes pour ce qui est la conservation après du projet. Ça c'est pour l'histoire de El Topo. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public, en dehors de la salve d'applaudissements? Des commentaires, Des réactions, des envies, des désirs? Des léthargies? Oui. Est-ce que elle peut nous permettre des délais pour ce genre de projet d'investissement au lieu ou des choses comme ça? Est-ce que c'est la place des choses? Je crois que c'est aussi le but de cette journée, c'est-à-dire de vous faire prendre conscience à travers ce programme de recherche de la nécessité justement de s'organiser, de voir comment ça se passe ailleurs, mais aussi comment ça a pu se passer très proche, de manière très très proche. Et je pense que c'est Patrice parlait d'un tremplin naturel, je crois que c'est un peu l'expression que tu as utilisée. Effectivement, c'est quelque chose qui ne doit pas attendre forcément l'après-diplôme. C'est quelque chose qui peut se mettre en dynamique et en acte assez facilement dans le temps de vos études. Ce qui ne signifie pas du tout pour autant une espèce d'hyper-professionnalisation à outrance. C'est plus justement vous faire prendre conscience que tout ça se passe à travers un réseau qui est extrêmement mouvant, extrêmement flexible et qui n'attend qu'une chose, c'est d'être sollicité par vous. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, de toute manière, pour exister, ça semble assez évident que de manière individuelle et isolée devient extrêmement difficile aujourd'hui, alors que dans une espèce de dynamique comme ça collective, ça fonctionne évidemment voilà, dans des chaînes comme ça de réception, d'émission, de transmission, qui sont extrêmement riches à la fois dans le propos et à la fois dans la forme aussi que ça peut produire quand on pense voilà, au format d'exposition, de diffusion, d'édition et autres. Voilà, c'est effectivement ça. Je pense qu'il y a des choses vraiment très très simples qui sont justement les stages et qui sont vraiment, je dirais, le passage obligé est vraiment ultra formateur. Quand vous avez l'occasion justement en tant que jeune étudiant de participer au montage d'une expo collective ou autre et de vraiment de la suivre longuement, je pense que c'est extrêmement formateur. D'être au contact d'artistes qui sont
sont un peu plus avancés que vous au cours de la carrière, c'est toujours quelque chose de fondamental et qui est très enrichissant à tout point de vue. Moi, je sais qu'on a toujours justement accueilli des stagiaires de l'École des Beaux-Arts de Nantes. Bon, il y en a quelques-uns, je me rappelle d'Ernesto Sartori, que vous connaissez peut-être. Il était stagiaire de Sadana Fif, et je pense que ce stage l'a complètement marqué. Parce qu'il y a eu une relation extraordinaire entre les deux, et je pense que cette qualité de dialogue entre deux artistes, vous ne pouvez pas l'avoir ailleurs. Donc moi je vous engage, si vous avez des contacts, je dirais, voilà, privilégiés avec des lieux associatifs auprès de l'école, voilà, d'y aller. Vous allez consacrer un mois de votre temps, mais vous allez vraiment en retirer beaucoup plus. Je sais que tout au long, nous, on a reçu des jeunes gens de l'école qui se sont retrouvés justement à aider, à travailler, effectivement, mais au bout du compte, la chose en retour est vraiment incalculable. Voilà, c'est vraiment très simple. Peut-être proposer une réponse moins institutionnelle. Écoutez vos envies, donnez-vous les moyens. N'attendez pas que l'école fasse ceci ou cela, n'attendez pas. Donnez-vous les moyens de vos envies, en fait. C'est très simple, en fait, finalement, mais c'est très complexe. C'est écouter vos envies et trouver les moyens. C'est donner les moyens, surtout. C'est tout. Et n'oubliez pas aussi que comme pour le cas de l'autoproduction en design, c'est une question de réseau dont vous êtes le centre. Vous êtes le centre de ce réseau. D'abord vous en tant qu'individu, en tant qu'artiste, dans le cadre de l'école, et puis de façon comme ça circulaire, comme les designers dans le cadre du projet de recherche sur l'autoproduction sont allés chercher les moyens, les artisans, les producteurs, les matériaux. Ça commence comme ça aussi. Et puis ensuite, les galeries, tout l'écosystème de l'art. C'est la même histoire de ce point de vue-là que l'histoire de l'autoproduction en design. Je vous remercie vraiment tous pour vos interventions.